Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'Associated Talks. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Bon visionnage. Salut à tous, c'est bon ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Associated Talks. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode en compagnie de Gabriel Moron en tant que photographe. Merci d'être là. Bonjour. Donc un petit rappel, donc Associated Talks, c'est des épisodes les plus récurrents possibles pour discuter autour de l'architecture avec des professionnels qui gravitent dans le milieu ou autour du milieu. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir un non-architecte, mais quelqu'un qui a un regard assez précis sur l'architecture et son état. Donc Gabriel Moron, tu es pas photographe de métier, mais tu es photographe à loisir. On peut dire ça comme ça. Métier dans la communication, et effectivement la photo c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis maintenant presque entre 12 et 15 ans. C'était une passion que j'ai eue et j'ai rencontré des gens aussi avec qui j'ai pu grandir au sein de cette passion, et c'est quelque chose vraiment qui me permet aussi d'être une forme de bulle d'air dans mon quotidien. Okay. Et qui me permet justement de creuser des sujets qui m'ont toujours intéressé mais que je ne pourrais pas aborder professionnellement, mais des thématiques qui m'ont toujours beaucoup plu. Et voilà, l'architecture effectivement a toujours été quelque chose qui m'intéressait et que j'ai envie de comprendre. Et pour ceux qui suivent la librairie Associated Books, on te connaît parce que tu es venu faire le vernissage d'un de tes livres qui s'appelle Homes and Old. C'est ça. C'était un super événement qu'on a passé ensemble. Non, merci pour en tout cas l'accueil, c'était un très bon moment. Ouais, c'était cool. Et peut-être pour commencer, ça serait chouette que tu expliques un peu ton cursus, comment de quel métier tu fais, puis comment tu arrives à la photographie. Alors mon métier, je travaille dans la création, la direction de création, donc en communication. Je travaille sur des campagnes pour résumer, des campagnes de publicité. C'est vrai qu'aujourd'hui le métier a beaucoup évolué et en communication il y a beaucoup d'autres demandes et d'autres skills qui sont demandés. Mais vraiment la base, je viens de la direction artistique dans le domaine de la communication. Donc voilà, les images, c'est quelque chose qui est de manière assez naturelle. On a toujours beaucoup parlé, l'image de film. Et comment est-ce que la photo est rentrée là-dedans ? Évidemment indirectement en travaillant avec des photographes qui avaient eux aussi, je dirais, leurs propres pattes, leur propre vision. Et c'est aussi en collaborant avec un ami proche, Pascal Gréco, où on avait en commun, je dirais, l'intérêt de la photo est plutôt axée typologie. C'est des choses qui me plaisaient énormément. Dans l'architecture, c'est des choses qui nous ont beaucoup parlé. On a beaucoup été inspirés par différents photographes et avec le temps, on s'est dit, mais voilà, commençons un premier projet qui n'avait rien à voir, évidemment, avec une typologie, autrement ce serait beaucoup trop facile. On a fait un premier projet ensemble qui se nommera Track. Et depuis, chacun est un peu dans sa direction, on reste encore très proche et on collabore encore beaucoup, et chacun peut faire aussi ses propres projets. Et aujourd'hui, j'ai pu sortir Homes and Old. Ouais, dernière sortie, avant la prochaine. Voilà, avant la suite que j'aurais oui, c'est ça. Et donc tu es arrivé à la photo avec des gens qui le faisaient avec toi, qui ont partagé cette passion. Pour toi, quelles ont été un peu les références qui t'ont marqué, qui t'ont aidé à aller vers là ? Qu'est-ce qui t'a aidé en tant que photographe à te construire ? Alors dans un premier temps, évidemment il y a beaucoup de photographes qui m'ont plu et qui m'ont inspiré, mais il y a aussi en fait la technique. À un certain moment, il y a même le support que j'utilise. Bon, moi je shoot tout au blad, à l'Hasselblad, format carré, c'est de la pellicule. Ça aussi, je pense que ça fait partie d'une expérience ça fait partie de l'expérience et de mon expérience en tant que photographe. C'est quelque chose qui me plaît énormément, de pas forcément voir le résultat directement, ce travail de cadrage en amont. Cette attente en fait avant de voir quelque chose qui est développé, ce retravail derrière une image. Ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est quelque chose qui fait partie parce que je suis de nature pas du tout patiente et patient, et c'est presque quelque chose qui me force à travailler différemment et qui me force à aborder les sujets différemment, de prendre le temps de vraiment être sûr de ce que je veux comme résultat, de composer ça de manière juste et ensuite de faire la photo. Ça c'est quelque chose qui fait partie de l'apprentissage. Et tes projets ils sont assez longs.
C'est des projets de... Oui. Donc tu dis que t'es pas patient, mais c'est quoi? C'est le fait que tu ne vois pas directement le résultat qui te force à aller faire des projets longs, ou c'est le sujet? Oui, alors je pense d'une part il y a les sujets, évidemment il y a des sujets qui demandent beaucoup de temps. Home Soul Hall on fait partie, hein, il y a plus de 10 ans de travail, mais aussi simplement parce que c'est dans le sud de l'Italie, c'est dans le Salento que j'ai réalisé ça. J'y suis pas tout le temps, j'ai une partie de ma famille qui est là-bas, donc quand j'y allais, il fallait que je dégage du temps aussi pour le faire. Ça fait partie aussi effectivement de la manière dont je travaille, parce que voilà, je ne suis pas photographe professionnel et c'est pas comme ça que je gagne ma vie. Et voilà, il faut accorder du temps, donc il faut le faire avec intelligence aussi, parce qu'à certains moments ça peut vite prendre le dessus. Ouais. Est-ce que tu arrives à expliquer d'où vient que la plupart de tes projets ont comme sujet l'architecture? J'ai pas d'explication très concrète, excepté peut-être que j'ai un énorme respect, et c'est peut-être un métier que j'aurais potentiellement aimé faire. Peut-être quelque chose, si j'étais pas arrivé dans la communication aujourd'hui, peut-être, sans doute, c'est quelque chose que j'aurais creusé pour une carrière. Puis après, c'est vrai que moi j'ai toujours été très impressionné, parce que c'est quand même, dans le fond, c'est la construction, l'architecture, c'est des choses qui sont d'une certaine façon, entre guillemets, toujours, mais intemporelles. C'est les belles pièces d'architecture, l'architecture en elle-même, ça doit vivre dans le temps. C'est quelque chose qui marque un lieu, qui marque un esprit, si c'est pensé correctement. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, parce que j'aime bien cette notion de long terme, je pense, dans les métiers. Mais tu photographies un état de l'architecture. Mm-hmm. Tu ne photographies pas, en tout cas dans ce qu'on a partagé comme document, pas un moment fini, ni un moment un peu entre parenthèses, c'est-à-dire... En transition. Ouais, en transition, ouais. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai toujours... pour le coup, j'ai toujours abordé l'architecture, et ce qui me parle en architecture, si tu veux, c'est des bâtisses qui racontent une histoire, mais qui n'est pas forcément aboutie. En fait, il y a toujours quelque chose pour moi, c'est important dans l'élément que je photographie, qui est une histoire qui est avec. Et une histoire, elle est jamais concrète. Enfin, ça, c'est mon avis, hein, par rapport à, dans mon cas où j'ai beaucoup photographié de maison. Elle peut être interprétée ou visualisée de plein de façons différentes, et c'est ça qui m'intéresse. C'est cette ouverture d'esprit que j'espère mes images permettent de raconter, ou du moins de solliciter. Dans l'esprit d'une personne, moi je le vois de cette façon, moi je le comprends de cette manière. Ça n'a pas une grande importance. J'ai pas besoin d'avoir une histoire très concrète, j'ai simplement besoin de permettre aux gens d'avoir leur propre interprétation. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est rigolo parce que tu photographies de l'architecture, mais sans architecte. Enfin, Homes on Hall, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'architecte. Alors oui, c'est aussi un sujet, et ça je l'ai appris en parallèle. Alors tu vois, ne connaissant pas dans les pouilles, et n'ayant pas, je dirais, l'expérience architecturale à proprement dit, donc de par ma formation, déjà première chose, j'ai aucune idée, donc j'ai dû me renseigner. Et c'est au fur et à mesure des images, et c'est peut-être ça aussi en fait qui a beaucoup plu aux professeurs avec qui j'ai travaillé sur cet ouvrage, qui font 2 de l'université de Rome et 3 de l'université de Rome et une de l'université de Bari. Je pense que c'est ça qui leur a plu énormément, parce que j'ai abordé une thématique où là, eux sont architectes et maîtrisent complètement ça, et ils savent très bien que dans cette région assez spécifiquement, tout le monde a une façon d'aborder l'architecture à sa manière, cette liberté de construire à sa manière. Et c'est ce qui crée ces bâtisses et ces bâtiments que personnellement j'adore, parce que ça exprime une forme de liberté, d'interprétation, de folie, des grandeurs dans certains cas, oui. Mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement personnel dans ces constructions. Et ce qu'on retrouve de moins en moins, moi j'ai le sentiment par exemple dans des pays comme la Suisse, ou dans des pays plus dans le nord de l'Europe où les choses sont très très cadrées. Là-bas, en tout cas sur la construction personnelle, il y a encore un peu cette liberté. Ouais, il y en a pas mal. Je pense que ça serait cool qu'on partage 2-3 photos. Volontiers. Tu veux que je les passe moi, et puis toi tu réagis dessus, ou tu veux prendre l'iPad? Vas-y, passe-les sans problème. Nico? C'est tout bon? Parfait. Ok, donc la première maison, tu fais souvent 2 cadrages? Alors, ça dépend les lieux. Ça dépend vraiment des lieux, mais c'est vrai que... et ça, c'est durant le travail aussi que ça s'est affiné. J'avais rencontré à l'époque l'ancien directeur
du bâtiment de la photographie du musée de la photographie, pardon, à Lausanne, avec qui on avait un peu discuté. J'avais proposé le projet, discuté avec lui du projet. Il m'avait clairement indiqué qu'il trouvait très intéressant, évidemment, cette typologie du bâtiment et le résultat final, mais il se posait la question de ce contexte. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, et en retournant sur les lieux, je me suis dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose de très intéressant pour recontextualiser ces maisons en construction. Et il est vrai que dans le paysage là-bas, elles sont présentes sans forcément déranger, mais elles font partie intégrante de l'histoire du paysage. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant, c'est dans ces paysages très arides, avec une chaleur très intense, tout d'un coup tu vois ces structures, ces squelettes dans certains cas qui sont pas là et qui commencent à exister et qui grandissent. C'est ça, qui sont pas finis, donc ils sont vraiment un cas de presque de, on va dire, dans la beauté du terme, de ruine. Oui. Et parce qu'elles n'ont pas leur aspect fini. Exactement, et ça laisse de nouveau une forme d'interprétation. Chacun peut s'imaginer le résultat qu'elles auront à la fin. Celle-ci, par exemple, a été terminée, elle est aboutie, et le propriétaire, si je dis pas de bêtises, a aussi très bien travaillé le devant de sa maison. Il a fait quelques vignobles et tout. Enfin, il y a vraiment un résultat qui est plus que réussi. Comme ça, en l'état, en tout cas, elles nous parlent. Hein. Ouais. Et ça fait parmi les bâtisses où je suis simplement mis dans la tête de la personne qui s'est dit qu'il allait dessiner cette maison de cette façon. Mais j'avais de la peine à comprendre comment tu assemblais ces différents éléments pour créer cette bâtisse qui, pour moi, visuellement, sort presque d'un film de science-fiction, je sais pas te dire, en fait, d'un décor surréaliste. Ouais. Avec cette espèce de petite maison qui sort devant, t'as l'impression que c'est une entrée de coucou, ou je sais pas, et avec ces pylônes qui tiennent là, voilà, enfin il y a quelque chose d'extrêmement poétique là-dedans et qui me parle beaucoup, quoi. Moi je vois bien une scène de film avec un homme en peignoir blanc. Oui. Ouais, et finalement je me dis que peut-être qu'il faut ne pas être architecte pour se sentir aussi libre. Je veux dire des colonnes sans qui s'unissent pas. Ouais, oui. Des poteaux, mais qui parlent de colonnes. C'est vraiment intéressant. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter le livre de Gabriel Omsenold, où il y a des textes aussi qui viennent expliquer, ouais, tout à fait, toute la réflexion. Et encore une fois, c'est des textes de ces différents professeurs qui m'ont aussi permis de grandement comprendre et qui ont orienté mon travail d'une certaine façon. La manière dont j'allais justement composer et, je dirais, penser la pagination du livre. Leur réflexion m'a permis justement de structurer la mienne. Ok. Et il y a quelque chose, je trouve, dans cet état, qui parle de la structure, quelque chose d'assez mélancolique dans les photos. Comment tu travailles ça ? Alors, la mélancolie, je sais pas si c'est... c'est comme ça que je le ressens. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une interprétation personnelle très différente. Moi, j'ai jamais essayé de faire passer ce sentiment à travers ces photos-là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ça, justement, ce côté mélancolique, un peu triste, parce que t'as envie de voir, t'as envie de les voir terminer. Et moi, j'ai toujours essayé de penser ça, plutôt de valoriser la partie créative, et donc plutôt positive, cette folie créative d'un projet personnel qui aboutit ou qui aboutira pas. Et c'est vrai que dans mon travail, j'ai assez facilement écarté la mélancolie du fait aussi de par la lumière que j'avais sur place, de par les ciels bleus éclatants, cette lumière très très chaude qui pour moi était toujours dans un esprit indirectement très positif, très lumineux. Et tu photographiais les bâtiments toujours aux mêmes heures ? Oui, alors ça c'était effectivement lors de la sieste, normalement, les siestes familiales. Oui, je partais, pour être très précis, en général entre 13h30 et 15h30, 16h. Quasiment au zénith, quoi. Voilà, qui est, on connaît... L'endroit le plus chaud. Voilà, voyant ma peau. mais très surprenamment, j'aimais beaucoup, c'est vrai que ça faisait complètement partie du projet, de rentrer dans ces chaleurs extrêmes, et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça se ressent, ouais. Ouais, j'aime ça, ça m'a pas du tout dérangé, et ça fait partie complètement de l'expérience. Là. Ok, et dans ce projet, c'est une série, on peut dire ? Oui. Tu as été, tu nous avais dit, inspiré par l'école de Düsseldorf ? Oui, c'est des... Si tu veux, c'est la... Bon, après, l'école allemande, encore, c'est encore totalement autre chose dans notre travail, à part le fait que c'est une typologie, une série de... Ouais, dans l'esprit de série. Série qui est présentée. Ce que j'essaie de faire aussi dans ce travail-là, j'essaie de le quitter
en amenant 2 choses essentielles. La première, c'est ces plans larges, pour amener une dynamique différente aussi, pour amener un contexte. Ça me paraissait très important, parce qu'il y avait une histoire qui allait avec. Et j'ai aussi ramené des gens. Et ça, c'est vrai que sur ces 10-12 ans de travail, au fur et à mesure des années, j'alimentais mes réflexions, et je me suis dit à un certain moment, mais pourquoi pas prendre des gens, donc c'est des gens qui sont et qui vivent la région, mais ce ne sont pas leur maison. Et j'aurais simplement posé la question, encore une fois, c'est une interprétation très personnelle de qu'est-ce que vous pensez de ces maisons qui font partie de votre décor, qui font partie de votre quotidien. Et là, j'ai eu toutes les réponses possibles et imaginables, la mélancolie dans certains cas, et la tristesse parce qu'ils savent que c'est des voisins, des cousins ou je ne sais quoi qui ne la termineront pas, ou tout simplement les enfants sont partis. Par exemple, il y en a qui sont partis dans le Nord travailler et c'était le projet d'un père ou d'une famille ou d'une maman de construire une maison pour sa descendance. Donc il y a des projets là-dedans qui resteront à ce stade-là? Oui, et je pense que, toute sincérité, plus du 60%. Ah ok. Ouais, on est vraiment... Celle-ci, non. Celle-ci avance aussi, par exemple, celle qu'on a à l'écran. Okay. J'ai rencontré dans le livre, vous pouvez rencontrer, et j'ai oublié son prénom, c'est une horreur, là, c'est une honte de ma part, mais il s'exprime, il s'exprime devant cette bâtisse. C'est pas eux? Non. Non, ça n'est pas eux. Ça, c'est deux passants, non? Ça, c'est des enfants d'une amie proche à nous qui ont joué le jeu. Et j'aurais aussi posé la question parce que ça m'intéressait beaucoup de voir justement entre le côté enfant, adulte, féminin, masculin, vraiment avoir un mélange senior, voire très senior, qui a aussi été photographié parce que voilà, c'est différentes habitudes. Eux, évidemment, on voyait ça comme des maisons, comme des terrains de jeu, aussi simple que ça, ce qui est cool pour eux, de toute façon. Mais il y avait toujours cette question qu'ils disaient, mais pourquoi est-ce que ça reste vide et pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas des crèches, si je dis pas de bêtises, qui permettraient justement de plus et de redonner vie à ces maisons. Quand des seniors qui ont, dans certains cas, plusieurs ont travaillé dans le bâtiment en fait, s'exprimaient de manière bien différente et beaucoup plus rationnelle, en étant, ces bâtisses, on les a construites, elles n'ont pas bougé pendant 10 ans, elles n'ont plus aucun sens aujourd'hui, elles sont plus assez solides, les bases ont été pourries, ok. Et voilà, dans ce sens-là. Okay. Après, de nouveau, l'expertise professionnelle là-dedans, moi je ne l'ai pas du tout. Leur expertise, je ne pense pas qu'elle soit extrêmement crédible, vu que c'est un avis assez subjectif, la qualité de la construction là-bas. Ok. Mais j'ai jamais vu de maison tomber. Est-ce que ton projet a suscité autant d'intérêt ici en Suisse que là-bas dans les Pouilles? Alors ça, je pourrais vous répondre, je pourrais te répondre cet été parce que je vais aller le présenter pour la première fois cet été au mois de juillet. J'ai aussi rencontré une maison d'art qui va m'accueillir fin juillet pour, si vous voulez, c'est un peu le vernissage du livre. Ensuite, c'est un peu le deuxième tour sur le Adjoint inverse, mais ouais, volontiers. C'est vrai que c'est le chemin inverse et il y a quand même, tout dans le sud, j'ai plus de peine à proposer le projet dans les galeries d'art contemporaine ou dans les galeries photo, simplement parce que l'anglais, c'est vrai que c'est pas forcément la langue la plus entendue. Le livre est bilingue. Italien, anglais, une grosse partie, tout le travail universitaire de recherche est en anglais, et par contre les interviews des gens sont anglais et italien. Là, on a reçu une question d'un auditeur. Ah bon, il y a des auditeurs, wow. Est-ce que... arrête de bouger, Nico. C'est ça la question. Est-ce que certaines de ces maisons ont été terminées? Alors on a déjà répondu. Ouais, on a une partie. Désolé. Bonne question. Il y en a certaines, effectivement, qui ont été terminées. J'avais fait le calcul une fois, je me souviens, en tout cas de celles qui sont dans le livre actuellement, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 qui étaient terminées. Et quelques-unes qui sont encore en cours? Oui, là aussi, il y en a quelques-unes qui... Parce qu'en fait, les gens, ils travaillent... C'est leur propre maison et ils travaillent dessus le week-end? Alors, il y a plusieurs choses. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai appris, il y a évidemment la notion de temps. Alors ça, c'est dans ce travail-là, et ça rejoint mon point par rapport à la patience. La notion de temps, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. Parce que moi, j'ai l'habitude, en Suisse, un peu au nord de l'Europe, fréquemment, quand tu achètes quelque chose, quand tu investis en quelque chose, tu obtiens le bien et tu peux y vivre à l'intérieur. Et eux, dans ce contexte-là, dans cette construction personnelle, peu ou moins, c'est-à-dire que la notion de temps et d'investissement, ça fait évidemment sur les années,
Et c'est pas voilà, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis, ça attendra l'année prochaine. Ça va dépendre aussi des budgets. Les budgets à disposition, évidemment, ce ne sont pas des gens qui roulent sur l'or, loin de là. Alors quand ils investissent dans une partie, ils le font. S'ils n'ont plus l'argent qui suit derrière, ben tant pis, ça attendra encore pour faire la suite du chantier. Est-ce que c'est des terrains familiaux? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une grande partie, oui. Ça a été des terrains familiaux. Maintenant, de ce que j'ai lu aussi, la construction n'était pas... Voilà, était à l'époque, tu avais un terrain familial, tu pouvais construire dessus, et voilà, c'est quelque chose qui était toléré. Ok. Aujourd'hui, beaucoup moins. C'est-à-dire que même plus du tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir dans le cadastre, il faut avoir par exemple une construction qui était déjà présente pour pouvoir reconstruire par-dessus, par exemple, ou les permis pour obtenir des constructions, faire sa construction sur un terrain qui t'appartient, sont de plus en plus compliqués à obtenir. C'est vraiment parce qu'il y a eu trop d'abus. Ok. Et voilà. Et c'est des zones d'habitation ou ils se mettent sur des zones agricoles? Alors ça, de nouveau, ça dépend vraiment des lieux. Ok. Mais je dirais qu'il y a des zones d'habitation qui sont attribuées maintenant, mais la majorité de ces maisons sont plutôt sur des zones qui sont agricoles, du moins proches de zones agricoles. Ok. Un peu isolées, pas forcément dans le village même. Et quand tu prends tes cadrages larges, tu les prends tout le temps dans le rapport à la nature? Oui, je mets toujours le contexte en avant. Le contexte est toujours très important et évidemment que je veux dire, le décor, les champs sont importants pour moi dans ce travail parce qu'ils expriment cette chaleur qu'on retrouve aussi visuellement. Ok. Pourtant, dans un quartier, j'imagine qu'il y a encore plus de chaleur, non? Oui, il y a, mais c'est vrai que j'ai moins trouvé, enfin je trouvais aussi plus élégant peut-être dans ma photo pour mettre un élément en avant. Oui. Voilà, une architecture mise en avant dans un élément qui est plus épuré, et évidemment que le côté naturel, le champ, plus épuré autour d'eux, permettait de construire les images de cette façon. Ok. Donc ça c'est la même, mais d'un cadrage différent, c'est ça? Oui, et ça c'est la première maison qui m'a fait commencer le projet. Et sur celle, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là parce que c'est où j'ai photographié mon beau-père. Ok. Et voilà, donc il fait partie du livre et Ok. voilà, il est juste à côté de où il habite. Et voilà, c'est celle qui m'a T'as fait démarrer? Ouais, je pense que c'est une des qui m'a vraiment fait commencer le projet. Oui. Ok. Moi j'ai 2-3 coups de cœur aussi, mais celle-ci par exemple. elle est Incroyable. incroyable. Qui est terminée. Ah ouais? Oui, celle-ci est terminée, il vit dedans. Oui, Je crois que j'aurais pas envie de l'avoir terminé. Mais moi je suis quand même assez curieux, parce qu'il peut y avoir un peu de couleur aussi. Oui, T'arrives à nous la décrire, oui. terminée? Alors terminé, alors j'essaie de me souvenir parce que je crois qu'il a mis une couleur effectivement qui est assez proche du orange, une couleur assez chaude. Et pour le reste, je ne pourrais plus te dire. Ok. Mais je me souviens de la couleur quand on passe à côté, je sens qu'elle était une couleur assez chaude. Ok. Donc il y a une seule couleur. Il n'a pas bariolé. Mais je pourrais, ouais, mais comme ça j'ai une couleur qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, Ouais, Parce que, c'est comme nous, t'as parlé avec d'autres architectes qui ont beaucoup aimé ton œuvre. Alors j'ai pas tant oui, alors j'ai parlé avec d'autres personnes qui sont sensibles à l'architecture, oui, des architectes aussi. Mais après c'est vraiment avec vous où j'ai le plus creusé le sujet en toute sincérité. ok. En tout cas, il y en a beaucoup. Ouais. Elles sont toutes fantastiques. Tu vois, celle-là, Dans je le me suis rapport. vraiment posé la question si tout d'un coup c'est pas quelqu'un. C'est une des seules où il y a le poids, ce toit en fait. À deux pans. Ouais, c'est une des seules dans l'ouvrage, où je crois que c'est la seule dans l'ouvrage. Je suis tout à fait, enfin instinctivement, je me suis simplement posé la question. C'est pas quelqu'un qui venait qui habitait dans le nord de l'Europe ou plus dans le nord où il y a plus ces toits à deux pans et qu'il a qu'il a reconstruit ça de par son vécu personnel et qu'il a reconstruit sa propre maison qui reprenait certains codes auxquels il était familier. Parce que des fois, tu les croises pas. Non. Tu sais pas qui. Ah non, mais ouais, non, ouais, je crois qu'il y a une seule personne à qui je savais qui appartenait à la maison. Tout le reste, c'est des inconnus, quoi. Ok. Je connais aucun propriétaire. Ah d'accord, tu les as jamais croisés un week-end en train de bosser. Non, jamais. Et dès qu'ils bossaient dedans... Après, c'était l'heure de la sieste en fait, je suis Voilà. bête. et même si je sentais qu'il y avait quelqu'un et tout, bah, je n'y allais pas. Je Ouais. voulais pas être... En discussion. Ouais, je veux pas forcément... La seule fois, j'ai une anecdote assez drôle, la seule fois où une fois je faisais une photo d'une maison et il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture. Mon niveau d'italien est très médiocre et
au fur et à mesure de la discussion, je comprenais qu'ils voulaient me la vendre, en fait. Qu'ils me disaient, pas celle-là, mais qu'ils disaient, mais moi, j'en ai aussi en construction. Viens avec moi, je te la montre et je la vends. Négociation. Une négociation au fur et à mesure. Et j'étais, mais non, en fait. Là, si tu dois acheter toutes les maisons que tu photographies, t'es mal. En agent immobilier. Celle-ci, elle est incroyable. Oui. Elles sont toutes uniques, elles ont toutes leurs particularités. Tu penses que c'est cette richesse que tu as trouvée dans la région des Pouilles, tu pourrais la retrouver ailleurs en Europe, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment un lieu particulier pour ça? Alors, je pense que cette richesse architecturale, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre parce que j'ai pas assez voyagé, par exemple, en Espagne ou au Portugal, où je pense qu'il doit y avoir des terreaux aussi plutôt très intéressants. Une telle richesse de par l'arche, de par ses toits plats, de par ces mètres carrés perdus avec des pièces complètement dingos, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, de tous les voyages que j'ai faits, c'est une des régions où j'étais le plus surpris par cette créativité, vraiment. C'est assez hétéroclite comme... Mais oui, il y a vraiment ce côté, cette liberté d'interprétation qui... Ouais, c'est peut-être une région qui m'a marqué pour ça. Ouais. Et tu as dû vraiment rechercher ou t'es tombé sur chacune de ces maisons? Alors au début, j'en tombais sur beaucoup, et après, avec les années, c'est aussi partie du projet, je devenais un peu plus sélectif, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins graphiques, parce que voilà, ça reste quand même quelque chose qui est important pour moi, la conception graphique, l'architecture graphique, hein, elle fait partie de la narration, et elle fait partie de la narration de mon travail. Donc au début, plein, et après avec le temps, en fait elles me plaisaient de moins en moins parce qu'elles n'avaient pas forcément une aspérité ou tout d'un coup quelque chose qui racontait l'histoire que je voulais raconter. Et après alors je me concentrais sur celle qui me parlait plus. Plus le temps passait, plus je me concentrais sur certaines. Ok. Et on a discuté un petit peu avant, et tu me disais qu'en parallèle de ça, de ce projet où tu faisais tes repérages, tu avais fait ton travail plus personnel qui s'appelle Carnet de voyage. Oui. Ce serait chouette qu'on puisse passer dessus. Nico. Donc, je vais essayer de passer dessus. Ça te sert à quoi en fait de ce deuxième aspect du travail? Pourquoi tu le fais? Honnêtement, je pense que c'est simplement aussi pour me sortir du projet que je suis en train de réaliser. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es dans un projet comme celui-ci, c'est assez prenant et ça devient presque une idée fixe en toute sincérité. Tu vas dans un lieu, tu cherches, tu vois les maisons qui te plaisent, celles que tu as envie de présenter, celles que tu as envie de découvrir aussi. Ça m'a évidemment fait beaucoup voyager dans la région. Parce que faut s'imaginer que c'est plein de villages, tu n'as pas tout d'un coup une zone où tu as toutes ces maisons, tu te déplaces de village en village, et de l'extérieur des villages tu vas découvrir. Elles ne sont pas forcément toutes accessibles non plus. Et de par toutes ces recherches, tout d'un coup il y a des éléments aussi de nouveau liés à l'architecture. C'est quelque chose qui faisait le lien avec le projet Rooms on Road et qui m'inspirait aussi et qui visuellement me parlait. Et c'est quelque chose que, voilà, si tu veux, carnet de voyage, c'est tout ce qui me marque. Les 10 ans de recherche, quoi. Voilà, qui marque d'une manière ou d'une autre mes différentes recherches et qui, elles aussi, je pense, ces différentes photos ont une histoire qui vont avec, qui sont là pour alimenter l'imagination. Moi, je les trouve très belles aussi. Je comprends qu'elles soient pas dans le livre où tu as la série, mais je trouve qu'elles sont vraiment incroyables. Elles parlent d'ambiance. De nouveau, moi je dirais qu'elles sont un peu mélancoliques, mais c'est mon point de vue. Celle-ci, c'est une plage avec quoi, un site industriel derrière. Abandonné. Abandonné ? Voilà, tout à fait. C'est pas mal. C'est toute une série d'immenses citernes. Et on avait rejoint tout bêtement, et là c'est peut-être les parties la plus au nord l'une des photos qui est le plus au nord des Pouilles que j'ai faites, je crois que c'est à hauteur de Monopoly, enfin, jusqu'où mon projet s'est avancé. Et oui, effectivement, là, une plage magnifique, et derrière, il y avait cette douzaine de citernes. La composition est bien au milieu et très belle. Puis c'est toujours assez impressionnant, tu te baignes ici, et puis à côté, tu as ce décor. Les gens, ils font pas du tout attention, et c'est ça que j'adore aussi, c'est vraiment dans cet univers, et tu te poses pas de questions, quoi, tu profites simplement de l'endroit. Super brut. Ouais. Ça me fait penser à ces photos de plage dans les pays des Balkans, tu sais, dans le livre. Où t'as ces bâtiments brutalistes, la plage, puis les gens qui chillent, puis derrière t'as un monstre de béton. Là c'est un peu un ancien site industriel,
Incroyable. Et après, il y a cette photo qui est trop bien. Oui, alors ça, c'est une photo au milieu d'un village, où, typiquement dans mes repérages, où il y a une rénovation d'une chapelle. Et j'ai simplement, quand j'ai vu la manière dont il la protégeait, je ne sais pas s'il protégeait la chapelle, pardon, ou il protégeait les gens de la poussière que la chapelle allait mettre quand elle allait être nettoyée ou poncée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ça, au milieu du village, j'ai trouvé limite une performance artistique d'une certaine façon. C'était vraiment une œuvre d'art. C'est du Christo. Mais oui, il nous a posé du Christo cheap. Mais oui, mais de nouveau, même dans la composition dont ils ont placé les éléments, il y a quelque chose de très personnel, de très simple, qui donne tout d'un coup une interprétation qui peut être faite. Et visuellement, ça m'a tout de suite parlé. Il y a toujours la question de la transition, de l'imaginaire. Ouais, ce côté... Puis plus c'est sombre en bas, moins on voit, puis plus on élève, on comprend que derrière c'est un monument, puisqu'on voit les cloches et tout ça. Puis pourquoi est-ce que tu mets des barrières au pied? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas simplement alignées en rond pour vraiment donner une surface qui protège, et d'un coup elles sont pliées dans tous les sens? Il y a un côté un peu, de nouveau... Un peu amateur qui fait le... Ouais, simple. Simple. Direct. Puis t'as photographié aussi beaucoup des moments de plage ou des choses comme ça. Oui, alors j'essaie de retrouver aussi, et j'essaie justement, évidemment, de nouveau c'est dans la composition, où c'est les seules photos, excepté où j'ai fait les portraits à côté des maisons, où on retrouve un peu plus la vie dans Salento et ses plages, parce qu'il est évident que les horizons, la mer, ces rochers, ces gens qui profitent de la mer de manière aussi très simple, c'est très inspirant, je trouve ça très très beau, très simple. Et, il y en a une autre après, je passe par celle-ci qui est du détail, oui. qui est belle, qui me fait penser à... J'ai un livre de... C'est cool, j'ai oublié le nom. Luigi Guiri. Merci. J'ai un livre de Luigi Guiri sur juste des petits détails, je pourrais te le montrer après. Ouais, volontiers. Qui est super beau, ça m'a fait penser à ça. Genre de tout petits détails de la vie. Ouais. Et ça, c'est une icône. Pour moi, c'est aussi... c'est pas par hasard que j'ai photographié ça, parce que ces filles de Barbarie, t'en as partout. Tu pourrais retrouver, j'en suis sûr, dans les plans larges que j'ai fait, des maisons, il y a ces figuiers qui sont présents. Ça fait 100% partie du décor. Et effectivement, celle-là, cette petite touche de poésie aussi, d'avoir son petit balcon qui donne accès à la rue avec son petit figuier. C'est drôle de mettre une plante bien aride sur le balconnière. Je vais te dire que c'est peut-être la seule qui va résister. Ils n'ont pas le choix. Et puis, tu as fait 2-3 photos d'éléments de place. Et je voulais juste arriver sur... C'est quoi ça? Alors ça, c'est pour les fêtes de village. Il y a beaucoup... chaque village a une célébration dans le saint ou une sainte, en fonction, et c'est pas tous les villages en même temps, chacun à sa période. Et c'est vrai que quand tu vas dans ces villages, tu as ces pierres très blanches qui font cette région, comme tu l'as là au sol. Et il y a une célébration, et de nouveau, ils décorent le village avec des très belles lumières, ils ont des très belles constructions comme celle-ci, qui viennent alimenter un peu de nouveau l'expérience de célébration. Okay. Et ça, c'est typiquement une esplanade où je pense qu'à l'intérieur, tu peux aller t'asseoir. Et peut-être, parce que j'ai compris, il y a une personne qui posait pas un discours, mais qui pouvait intervenir là au milieu, en étant assis là au milieu. Et c'est de nouveau, visuellement, c'est très impressionnant, c'est du détail, c'est une composition très fine. Au milieu, dans un espace extrêmement brut, extrêmement dur, avec la chaleur, et comme tu dis, minéral, avec toutes ces pierres qui sont très brutes, et tout d'un coup, tu as cette pièce d'art, là, de dentelle, plein de détails, comme une église, où tu as tous ces détails dans l'architecture, certaines églises. Et ça, c'est un arrêt de bus? Ah oui. C'est un arrêt de bus, exactement. Un arrêt de bus, c'est peut-être la pièce la plus brutaliste qui fait partie avec la fontaine de l'ouvrage, ouais, avec la fontaine, exactement, ouais. C'est les deux pièces les plus... Ouais. Où Ok. Et ouais, j'avais beaucoup aimé ça aussi. De nouveau paumé au milieu de nulle part, tout d'un coup, c'est cet arrêt de bus qui architecturalement était très surprenant. Il n'y avait pas de sens dans le reste du décor non plus. Ok. Un petit plaisir personnel de quelqu'un. Je pense, ouais. En tout cas, il tient. Oui. Ouais, il tiendra encore un moment lui.
Ah, il y avait ça aussi, j'ai trouvé assez beau. C'est une palmeraie ou c'est... Alors c'était, ouais, c'est ça. Pour moi, c'était très exotique parce que voilà, c'est une plantation de palmiers. Il faut s'imaginer entre 6 et 10 mètres de haut, je pense à peu près, 5 et 8 mètres de haut. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a beaucoup surpris de retrouver de nouveau la manière dont ils abordent ça. Ils ont fait cette composition en les rassemblant. Et c'est vrai que graphiquement, tout d'un coup, tu avais quelque chose qui racontait une histoire complètement déconnectée de ce que j'ai l'habitude de voir. Ouais, elle est belle la composition. Ouais, non, ils font des jolis travaux. Ou alors t'as l'œil. Ouais, c'était celle-ci que je voulais rebondir quand tu as photographié les rochers. Elle est où cette piscine? Alors, cette piscine. Alors, déjà, la première chose, elle est abandonnée maintenant. Ah. Ça, c'est un peu le. Ouais, c'est un peu un des lieux. Genre, l'histoire de la piscine en elle-même, c'est que tu pouvais y accès. C'était vraiment un bassin, je sais même plus c'était la taille du bassin, mais je crois que c'était presque un bassin olympique. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais il y avait vraiment des gens qui s'entraînaient. Donc je te laissais, c'était déjà magique comme endroit. Tu allais nager dans cette piscine et tu étais la mer à 2 pas. Tu l'entendais, c'est extraordinaire comme endroit. Et de nouveau, au milieu de ces rochers, et au milieu de, limite, déconnecté un peu dans son petit écrin comme ça. Aujourd'hui, on verra cette année, si j'y retourne, mais durant les 3-4 dernières années, en tout cas, elle a été abandonnée, vide, interdit d'accès, parce qu'il y a une partie des parois qui s'écroulaient. En fait, si tu veux, ce qui donnait accès à ce lieu, et même d'où je fais la photo, si tu veux, en dessous de nous, là en dessous, tu as toute une série de plages qui est magnifique sur des rochers, mais ils l'ont fermé pendant pas mal d'années, parce qu'il y avait des parties ça devenait dangereux. Quoi. Donc c'est la roche naturelle qui s'effrite et qui tombe. Et qui tombe, ouais. C'est des parois qui sont. Ouais, exactement, mais c'est des parois qui font, je sais pas, 50, 60. Ah ouais. Vraiment très, entre 30 et 50 mètres. Et il y avait un vrai risque d'effondrement. Voilà. Et ouais, c'est une photo qui, moi, me raconte plein d'histoires, parce que c'est un lieu où je suis extrêmement attaché. Enfin, c'est limite ma plage préférée là-bas. Enfin, mon lieu préféré. Et cette piscine, on va voir si elle va être réhabilitée ou pas. Après, j'imagine s'il y a des risques d'éboulement, c'est assez complexe. Ouais, mais là, je pense que là, ils font en sorte de bien remettre en place. Je crois qu'il y a un hôtel maintenant au-dessus qui a récupéré le lieu, malheureusement. Enfin, moi, je t'aimais bien ce côté un peu brut, naturel, où tu pouvais accéder. Mais je crois que maintenant, c'est rentré dans un schéma hôtelier. Privé. Voilà, je pense que c'est rentré là-dedans. Ok. Bon. Le vin dans les pouilles, c'est... Ok, c'est des grands producteurs de vin? Oui, ouais. Oui, beaucoup de vin. Je veux pas de... Primitivo. Il n'y a que ça qui existe. Mais oui, beaucoup de produits dans la région. Et voilà. J'ai enlevé, je voulais pas faire de la pub pour le vin italien, non, je plaisante. C'est des ça c'est... Alors ça aussi, c'est dans un parc aquatique. Et il y avait toute une série de... je sais pas comment tu peux appeler ça, ou de structures qui étaient liées à une thématique, et je pourrais pas te dire laquelle, qui étaient là et qui vivent au travers de cette chaleur. Et je pense qu'en été, en soirée, quand ils ont des soirées, c'est un peu le lieu où tu peux aller te rassembler, danser. J'ai l'impression que c'est un peu la piste de danse au sein de cet établissement. Et je trouve assez impressionnant de nouveau ce côté très organique qu'on retrouve dans cette construction, en fait, de cette pièce qui sort un peu de nulle part. Ouais, mais de nouveau, tout d'un coup, elle sort au milieu de cette place, qui est au milieu du parc aquatique, et voilà, tu sais pas trop. Elle est cool. Ça donne envie d'aller faire la fête dessous. Ouais. Et puis donc, on retrouve... Oui, alors ça, effectivement, les palmiers, c'est... Ça, ils ont beaucoup grandi, ceux-là. Par exemple, je crois que j'avais commencé, c'est une des premières images que j'avais faites pour Carnet de voyage. Et je sais, ouais, si je dis pas de bêtises, ceux-ci ont bien grandi. Et ouais, j'aimais beaucoup cette composition, ce côté un peu aussi californien, tu comprends, avec ces longues routes un peu très ensoleillées, et avec ces terres très blanches. Et d'un coup, tu retrouves cette série de palmiers qui sont posés là. Et, ouais, c'est assez beau. Et qui te racontent ton histoire. Donc une grosse production de palmiers dans la région. Ouais, alors là, c'est un autre type d'arbres, mais de nouveau, je me souviens, je me suis retrouvé parce que c'était dans une, si je dis pas de bêtises, là j'étais rentré dans une espèce de ferme
Bon, le bâtiment lui-même ne m'intéressait pas, et tout d'un coup, je suis arrivé dans son jardin, un jardin complètement abandonné, et je me suis retrouvé face à ça, en fait. Et c'est vrai que bon, voilà, quand la nature prend le dessus, ça peut être aussi très rapidement magnifique là-bas, parce qu'il n'y a pas de règles, il y a vraiment quelque chose qui devient imposant et qui devient fort et puissant. Et c'est le genre d'image entre voilà, ces palmes qui sont au sol complètement sèches, parce que voilà, encore une fois, entre 35 et 40 degrés, et cette verdure derrière, parce qu'il y a toujours ce contraste extrêmement fort qui existe. Ben, c'est ces éléments et ces éléments-là qui me permettent de composer mes images. Et du coup, à travers ces photos, on a vu deux parties de ton travail. Quand tu fais une aussi longue recherche que Amazon, tu vas te concentrer sur, là, en l'occurrence, photographier des maisons dans un état, et puis à côté faire ce travail. Et on pourrait comparer, si d'accord, avec ton prochain projet que tu as commencé déjà depuis combien de temps densification, ça fait Alors là, densification, ça fait aussi. Je pense qu'on doit se rapprocher de la dizaine d'années aussi. Ah, aussi. Un peu moins, peut-être un petit peu moins, là, sur plutôt 6, 8. Et cette fois, tu t'intéresses à Genève. Je m'intéresse à Genève et oui, comment, si tu veux, d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est aussi lié à mes voyages et un peu les différentes villes que j'ai pu visiter où j'ai pu ramener aussi cette thématique sur Genève, mais j'ai vu que la densification à Genève est une thématique ça va très très vite et ça s'est encore accéléré ces dernières années. Et oui, alors sur Genève, tout d'un coup, j'ai pu aborder ce sujet et j'étais assez content parce que en photo, tu peux assez facilement te dire ouais, bon, je vais chercher un sujet exotique ou je vais chercher un sujet qui ne fait pas partie de mon quotidien. C'est aussi une forme d'apprentissage et une manière de grandir. Je l'ai fait sur 2-3 sujets maintenant et de pouvoir ramener ça à Genève, c'est vrai que j'étais content, très content de pouvoir creuser quelque chose qui vienne de ma ville natale et voilà, et auquel je suis confronté tous les jours. Hein. Et de nouveau, tu vas photographier des maisons dans un état qui n'est pas l'état, quel état, comment dire, pré-démolition. Oui. Cette fois-ci, tu photographies à quel moment? Alors là, la méthodologie est un peu différente. C'est vrai que le résultat pourrait être très similaire entre un solo et de densification comme résultat. Enfin, si tu veux, la photo en elle-même, l'histoire qui va avec est complètement différente. Celle de Home Solo, c'est vraiment pour moi sur l'espoir de l'avenir de cette maison, qu'est-ce qu'elle va devenir, et, sans jeu de mots, hein, mais quelle porte elle ouvre pour l'imagination. Densification, je suis dans une thématique qui est bien différente, et les lumières qui sont bien différentes aussi, beaucoup plus dans ce côté-là, mélancolique, je crois, enfin plus triste, c'est sûr et certain, plus gris, parce que je shoot toujours, enfin je fais mes images quand il fait gris, quand il pleut, pas forcément pleuvoir, mais quand tu as une lumière qui est très peu tranchante, dans des horaires aussi qui sont pas forcément... là, je respecte moins, j'ai pas un horaire fixe, mais c'est vraiment la météo en elle-même qui me permet d'aller pour créer ces ambiances. Et oui, évidemment, les maisons de densification sont là pour ouvrir aussi l'imaginaire. Elles les invitent très clairement à l'interprétation qu'elles vont disparaître, mais ce qui m'intéresse là, c'est de rappeler tout ce qui a été vécu là-dedans. Okay. Parce qu'une maison, c'est pour les gens qui ont la chance d'en avoir, ou qui ont vécu dedans, il y a énormément d'histoires. C'est vraiment rempli d'histoires. On dirait qu'un appartement aussi, ça peut être le cas, mais là, j'ai vraiment l'exprimer. Voilà, il y a eu peut-être plusieurs vies qui sont passées ici, et j'ai envie qu'on essaie de se souvenir un petit peu de ça aussi. Quoi. On peut passer aux photos. Donc, comme ça, on voit en images. Donc, tu as fait une sélection que tu nous as envoyée. Oui, une première présélection. Ouais. Donc là, on retrouve effectivement ce ciel un peu blanc-gris. Voilà, ouais, plus nuageux, plus... Et on comprend bien que la maison, elle est quand même déjà abandonnée. Voilà, oui. Alors, l'abandon, c'est clair que ça fait partie du lieu. Je cherche toujours aussi, dans l'idéal, des maisons qui racontent déjà la démolition, si tu veux. Là, tu te rends compte qu'il y a déjà une partie des cadres des fenêtres, des choses comme ça. Et de nouveau, là, moi, je suis pas un expert, c'est là où je veux m'appuyer avec des gens comme vous aussi, parce que je pense qu'il y a des étapes très précises dans une démolition. Et j'essaie de rentrer justement, ou de trouver un moment ou une étape où la démolition a déjà été lancée, pour éviter toute ambiguïté, avec un message très clair de elle est destinée à la démolition. Non, là, la plus de tuiles, mais... Voilà, il y a une partie qui était déjà tombée, c'est marrant, là je me souviens sur celle-ci, j'avais
je m'étais promené. Et ça, c'est valable pour les deux projets. Peut-être un détail aussi où au début, j'avais un peu Homeson Hall, je suis jamais ou très peu rentré dans les maisons en elles-mêmes. C'est pas quelque chose qui forcément était une démarche qui m'intéressait, c'est vraiment l'extérieur. Ici, dans l'identification, au début, j'allais par curiosité un peu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et très rapidement, mais vraiment très très rapidement, je crois que c'était la deuxième maison, je me suis dit en fait plus. Il y a certains moments, c'était presque trop intense pour moi. C'est-à-dire que je rentrais dans l'intimité d'une maison, je savais qu'il y avait de la vie. Tu retrouves des maisons qui sont comme ça où tu as encore, tu sais, des fois des photos par terre, tu as encore des objets. Ah, il y a des restes comme ça. Ouais, bien sûr, je me souviens la deuxième, c'est ça qui m'a me dit, c'est plus pour moi ça. Il y avait encore tous les verres, il y avait encore certaines choses qui étaient là où tu sentais qu'il y avait vraiment la vie qui faisait partie de ce lieu. Et après, je me suis dit, bon, ça c'est peut-être trop fort pour moi, en fait, de mon travail de nouveau lié à cette imagination de ce lieu. Je voulais pas rentrer dans cette intimité qui était peut-être trop forte. C'est l'imaginaire de la... Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans ton travail de Homeson Hall, tu avais une vision neutre. Tu étais un observateur du lieu. Et j'ai l'impression que dans ce travail-là, il y a un peu plus de... j'ai l'impression que tu as envie de donner un peu ton opinion sur quelque chose. Alors, pas vraiment en fait. Je pense pas, parce que... pas vraiment dans le sens où, oui, ça pourrait être interprété comme ça, mais j'ai jamais voulu faire passer le message, ou faire passer le message que détruire ces maisons, c'est bien ou c'est pas bien. Parce qu'encore une fois, j'ai pas cette expertise. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une façon de densifier, sans doute. Il y a des gens qui vont être heureux aussi, qui vont avoir des logements derrière. Je pense que ça fait partie d'un cycle qui doit être maîtrisé, ou peut-être mieux maîtrisé, ça je ne sais pas. Mais non, c'est plutôt de nouveau très factuel. Ça c'est une maison dans laquelle il y a de la vie, qui graphiquement et architecturalement a un intérêt pour moi parce qu'elle me raconte une histoire et elle me rappelle aussi beaucoup de choses, qui va disparaître. Plus que ça, pas vraiment. J'ai pas l'histoire qui va encore avec. J'ai pas... Après, et c'est pour ça aussi, densification, et on le voit moins ici, ça dépend de quelles images tu vas montrer, mais ça je me souviens aussi, ça avait construit un immeuble par-dessus maintenant. Elle était aussi très intéressante, cette forme très très longue, elle était, visuellement elle me plaisait beaucoup, mais le travail de densification aussi, c'est pour beaucoup, et il n'y a pas pour toutes les maisons, c'est pas le cas. J'essayais de trouver en fait le plan 3D de ce qu'allait être le résultat de cette nouvelle construction, de cette densification. Et je pense que c'est ça aussi en fait où j'ai mûri avec les années dans mon travail. C'était ce side by side en fait, de comprendre d'où on vient pour où on veut aller. Ça m'a permis aussi, peut-être que tu as raison là, d'amener un avis plus personnel. Et pas que moi, pour les gens aussi. C'est-à-dire qu'on détruit ça pour construire ça, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas survendu? Est-ce que c'est pas moche, ce qui va être construit tout bêtement? Est-ce que c'est pas à la hauteur de ce qu'il y avait avant? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de maisons magnifiques qui ont été détruites pour construire autre chose. Et ça, c'est un vrai point d'interrogation. Aujourd'hui, j'ai pas forcément la réponse. En toute sincérité, sur un projet comme celui-ci, je peux pas vous dire, oui, c'est le message que j'ai envie de faire passer de manière très frontale. Je ne pense pas, mais c'est vrai que ça s'est venu alimenter ma réflexion aussi, et j'aime beaucoup voir le résultat final. Résultat final, donc en tant qu'architecte, vous êtes beaucoup plus familier que moi avec ces compositions en 3D qui montrent un monde parfait avec le chien, la famille, les enfants, la voiture. Est-ce que c'est végétation? Oui, énormément de végétation, exactement dans beaucoup de cas. Est-ce que c'est ça le résultat de la densification? Est-ce que c'est ça que les gens attendent? Je sais pas. C'est chacun son interprétation, mais je vais vous dire que il faut pas tout rêver les projections, en tout cas en 3D. Après le résultat. Elles font pas toutes rêver, effectivement. Mais par contre, tu vois, moi je trouve que ces photos, elles font un peu rêver. Comme tu disais, on doit avoir l'imaginaire de ce qui a été, contrairement à Homeson Hall de ce qui sera. Aujourd'hui, tu veux mettre en confrontation ça et ce qu'on propose à la construction aux gens. Est-ce que pour Homeson Hall, tu vas photographier les maisons qui sont finies? Non, alors pas du tout. De nouveau, c'est vraiment une façon différente d'aborder l'architecture, enfin du moins la
construction. Homes So Lourd restera vraiment sur ce que c'est quand j'ai pu la faire. Le résultat final ne m'intéresse pas beaucoup. Okay. C'est plus si j'avais vraiment voulu aller jusqu'au... Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais aller encore un pas plus loin. J'aurais presque voulu raconter les 10, 12 ans, 20, 30, 40, 50 ans qui ont permis de construire cette maison, et le résultat final ne m'aurait pas intéressé, en fait. Okay. C'est le cheminement pour arriver au résultat final que j'ai envie qu'on comprenne et que j'ai envie qu'on devine. Mais pas du tout le résultat final, ça m'intéresse pas. Et donc dans cette série densification, on voit vraiment cette partie de démolition qui a commencé, comme on a discuté. Ouais. Donc à chaque fois, il y a quelques éléments qui le disent, là il y en a beaucoup. Oui, là, ouais. Ça a bien commencé. Et c'est vrai que par rapport à ton point, comme les décors dans le Salento et dans les Pouilles, les champs, les éléments autour qui sont très épurés me permettent de raconter l'histoire de la maison, aussi ici, c'est vrai que très rapidement, je me suis rendu compte dans cette densification, quand ils nettoient les terrains, pour pouvoir commencer la déconstruction ou la démolition, la démolition, ouais, ça amène tout d'un coup, et ça met en exergue cette bâtisse dans un décor qui devient extrêmement épuré, et ça donne un côté très graphique et très artistique. Il faut que ce soit défriché, le terrain il devient neutre, et il y a un espèce d'élément qui le met en avant, qui est mis en avant. Même chose dans cette photo, donc on voit il n'y a plus de végétation. Il n'y a plus, ils avaient tout nettoyé le sol, ils avaient enlevé aussi toutes les fenêtres et les portes, il n'y avait plus que la bâtisse principale, si tu veux, qu'ils allaient commencer à faire tomber, enfin les fondations principales. Elle est pas mal la cheminée. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté de toi qui aurait envie de sauver ces maisons? Je sais pas te répondre. Il y en a certaines, oui, sans doute, de par l'architecture en elle-même, qui me plaisent énormément, d'autres moins. Mais de nouveau, c'est très subjectif comme remarque, dans le sens où est-ce que c'est une maison dans laquelle je me serais vu vivre, aussi simple que ça, tu vois. C'est un peu un exercice aussi quand j'allais sur ces différents lieux. Est-ce que ici, ça m'aurait plu comme maison? Est-ce que j'aurais pu l'habiter? Est-ce que j'aurais pu la designer ou la penser à ma façon? Et après, c'est vrai que c'est un exercice avec le temps aussi, où je pense que je m'en écarte aussi, et je deviens plus factuel sur, voilà, de toute façon, elle va tomber. Faisons un dernier hommage, si on peut dire ça comme ça. C'était ma question, ouais. Est-ce que le fait de les photographier, parce que Genève c'est une ville qui bouge énormément, qui se densifie énormément pour des raisons assez obvious, puisque c'est un petit territoire. Ouais. Est-ce que ce geste de les photographier, c'est pas finalement les sauver? C'est laisser une trace, c'est sûr. Ouais. Pour moi, elles font partie d'une histoire, c'est sûr et certain. Oui. Peut-être pas au niveau architectural, parce que voilà, on va dire, ouais, non, c'est pas des belles pièces d'architecture, enfin, mais elles ont fait partie dans les corps et elles disparaissent, et je pense qu'elles méritent d'une façon ou d'une autre. Qu'on s'en souvienne aussi, ça fait partie de l'expérience des Genevois et des Genevoises. Et de nouveau, j'imagine que tu en as photographié beaucoup, puisque ça fait maintenant, tu m'as dit, plus d'une dizaine d'années que tu travailles dessus. Un peu moins, ouais. Tu fais une sélection de nouveau par cette idée d'approche graphique, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas toutes se ressembler, parce qu'on voit bien que c'est des maisons qui sont pas forcément... il y a des chances qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Mais tu prends des exemples particuliers à chaque fois dans ta sélection. Oui, j'essaie vraiment de varier les plaisirs, comme on dit, parce que c'est vrai que l'exercice à la fin, il est aussi graphique, c'est que la composition en elle-même, et la série de maisons qui t'est présentée doivent aussi t'emmener dans différents styles, pour montrer justement, et ça permet de montrer aussi tout simplement la richesse qu'on a, enfin dans le sens architectural, la richesse et la variété de constructions qu'on a. Et le périmètre d'action que tu t'es donné? Pour ce projet? Oui. Genève. Tout Genève? Ouais, tout Genève. Le canton ou la ville? Canton. Ok. Tout le canton de Genève. Donc tu bouges beaucoup? Ouais, ça m'a pas mal fait bouger aussi. Mais c'est vrai qu'avec les années aussi, même principe que pour Homes So Lourd, je deviens plus en plus exigeant sur le type de maison que j'ai envie de photographier et ce qu'elle raconte. Et tu fais de nouveau, comme tu as fait Carnet de voyage, à côté? Oui, il y a tout un projet qui accompagne cette série, qui est sur le même principe, tous les éléments architecturaux, principalement aussi, qui m'ont inspiré, ou du moins qui m'ont surpris dans ma ville natale durant ces années de recherche.
Oui, ça vient alimenter aussi Je me réjouis de voir ça aussi. volontiers. Là, c'était les deux au même endroit là, à côté des palettes, là où il y a le tram qui passe maintenant. Une maison familiale, hein, quand on voit là. Et des choses plus... Plus ambitieuse, enfin dans le sens ambitieuse, plus grande. Là, tu nous avais dit qu'il y avait un assez grand immeuble d'habitation. Donc, Oui, il y a un immense immeuble d'habitation qui a pris avec une partie pour les étudiants et une partie habitation, si je dis pas de bêtises. Et du coup, De Carouge. comme ça fait 10 ans que tu fais déjà ce projet, est-ce que tu as déjà vu comme tu le dis, des bâtiments sortir de terre, des nouveaux? Oui, alors pour le coup, il y en a plusieurs où j'ai vu parce que ça construit vite, hein, enfin, C'est assez rapide. La performance en construction est impressionnante. Et oui, alors, et limite, je pense que excepté la dernière ou les 3 dernières que j'ai faites là sur les quelques mois, il y en a beaucoup où j'ai vu où les résultats Sont là. sont palpables. Ok. Et tu as pu comparer les renders et les résultats? Oui. Et c'est vrai que contrairement, enfin de nouveau, si on doit vraiment comparer les deux projets, là, le mètre carré est utilisé de bout en bout. C'est-à-dire que le terrain, le jardin, tout ce qui est autour de la maison fait partie du projet. C'est densifié au maximum. Voilà, ça c'est clairement une grande différence entre ce qui se passe dans le sud de l'Italie et ce qui se passe à Genève. Genève est quand même un cas particulier, donc ça rend la chose intéressante. Ouais, et ça va vraiment des grosses surfaces qui sont construites. Ouais. Tu nous as dit au début de l'entretien que tu aurais peut-être aimé devenir architecte. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais dire que si tu étais devenu architecte, tu aurais fait peut-être des choses différemment de ce que tu vois Je sais pas parce que vu que j'ai pas l'expérience et que j'ai pas les connaissances architecturales, la seule chose que j'ai envie de te dire, j'aurais espéré, j'aurais tout fait pour être aussi créatif que je fais dans mon métier actuellement. Et ça, c'est peut-être la chose qui m'aurait plu dans ce métier, c'est cette capacité à lier les deux, de la créativité, un résultat visuel qui marque les esprits. Et je pense que dans l'architecture, ce qui me plaît énormément aussi, c'est qu'il y a une vraie réflexion de l'ergonomie, de la surface, d'être capable d'utiliser les bons éléments, bons endroits pour faire vivre que les êtres humains aient un espace dans lequel ils puissent vivre de la meilleure des façons. Et ça, il y a un côté très pragmatique. En fait, il y a une folie créative et il y a un côté très pragmatique de l'utilité qui me parle beaucoup. En fait, c'est deux mondes qui viennent se confronter pour trouver le bon équilibre et sortir des projets. Et ça, ouais, c'est quelque chose que je pense que dans ce métier, j'aurais pu creuser ça, ça va avoir des dingues. Est-ce que tu as déjà eu une expérience d'une densification réussie? Alors, c'est une bonne question, ça. Une expérience d'une densification réussie. Sur Genève, tu dis? Oui, par exemple, une autre. Alors, sans citer, forcément. Non, Ouais. je vais pas forcément citer, mais je pense que oui. Je pense que j'ai des bâtiments, de par comment a été pensé le lieu par rapport à ce qu'il était avant, j'aurais pu me projeter pour vivre à l'intérieur. Oui, et je pense que oui, il y a un ou deux résultats. Tu arrives à décrire ce qu'ils ont su mettre en place? Les matières qu'ils avaient utilisées, le respect du lieu, Du site. du site, dans lequel la densification a été faite, les matières utilisées, parce que voilà, moi, la matière me plaît énormément, enfin, vous l'aurez compris dans le travail, hein, la pierre, la texture, le bois, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et oui, c'est ce mélange qui était très réussi. Et après, bon, c'était pas non plus une densification, je dirais, des plus performantes peut-être, parce qu'il n'y avait pas une exagération Du ratio. du ratio exactement. Je pense que ça faisait partie de son équilibre. Mais c'était plutôt très réussi. Ouais. Après, comme tu travailles dans tout le canton de Genève, on sait que différents quartiers, c'est différentes réglementations. Donc la densification, elle ne peut pas toujours se faire de manière Identique. identique Ouais, clairement. et importante. Donc c'est quelque chose de... On ne peut pas juger non plus d'un projet à l'autre. C'est clair. Après, non, puis je pense qu'il y a... Enfin, moi, ce que j'ai appris aussi, évidemment, c'est
comme tu dis, dans certains quartiers, certains bâtiments, pour pouvoir donner accès aussi peut-être à plus de gens à un logement, ou simplement un propriétaire dans certains cas. Et c'est vrai que des densifications peut-être un peu petites, les mecs qui sortaient des baraques ou des appartements qui sont complètement dingues, au lieu d'en avoir un, t'en avais 3. Mais bon, voilà, le mètre carré permettait d'avoir encore respirer quand t'avais encore de quoi pas être collé dans les dos. Et on sait qu'on doit bientôt clôturer parce que tu as une obligation. Oui. Je me suis demandé, comme c'est des longs travaux, est-ce que tu as un rapport, de nouveau je pose toujours une question à la musique, pour les projets par exemple pour densification, Homes on Hold, est-ce que tu travailles en musique? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. La musique, non. C'est une question très intéressante parce que non, pas du tout. C'est très surprenant comme question parce que je me suis jamais posé pour le vrai. Mais pour le loisir, tu écoutes de la musique? Oui. Ouais. Dans le loisir, évidemment, j'écoute la musique, mais limite, la musique que j'écoute, je dirais pas du tout avec Le sentiment. avec le sentiment et le travail que je présente. Non, la musique n'a jamais. Alors, pour le vrai, la musique n'a jamais fait partie. Et ce qui est sans doute peut-être une erreur aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plus fort pour faire passer des sentiments et il n'y a pas plus fort pour t'emmener dans une histoire. Non, je pensais que tu aurais peut-être dû écouter pas mal de musique sur un temps donné qui t'aurait marqué sur les projets, mais c'est bien, c'est la deuxième fois que je pose cette question, la deuxième fois qu'on me dit non. Je m'attends pas forcément à ça. Mais non, et c'est vrai que en faisant ces images, mais c'est un point aussi qui est intéressant, parce que comme je te disais au début, quand je fais une photo, pour préparer la photo, je mets plusieurs minutes, c'est vraiment, tu rentres dans un... Et c'est une préparation qui me fait rentrer dans le lieu aussi. C'est-à-dire que T'as un rituel? Non, mais c'est simplement que tu es dans un lieu, tu respectes le lieu. T'es un intrus ici, de cette façon, tu peux respecter un lieu. Et tu écoutes ce qui se passe autour. Enfin, tu vois, tu as une maison qui est là. Par exemple, si tu prends densification, tu es posé là. Il y a de la vie autour en général. Tu as d'autres maisons, donc tu entends ce qu'il y a. Puis tu as elle qui est là, seule, où il se passe plus rien. Des fois, c'est ces moments de silence. En fonction de, t'as ces arbres, t'as les vents qui passent, ça fait partie de l'expérience complètement. Tu rentres dans un univers. La musique du lieu. Ou le son, ouais, je sais même pas si on peut appeler ça une musique, mais c'est le contexte, le son qui t'accompagne, oui, fait partie pleinement de l'expérience. Même chose dans Homes on Hold, quand t'es tout seul à 14h au milieu des champs, t'es avec la nature, t'es en T'as pas contact besoin avec... d'autre chose. Non, t'es vraiment dans un contact, et t'as raison, dans le fond. J'y ai jamais pensé, mais ça fait pleinement partie de la manière de travailler. Tu rentres dans ce moment très privilégié où tu prépares ta photo et le bruit, l'ambiance fait partie de ta photo. C'est très cinématographique comme travail. Je pense, ouais, je pense qu'il y a... Je trouve. Ouais, je pense aussi qu'il y a ça fait partie aussi de ce type de travail. Il y a une ambiance qui vient avec, ouais, tu te projettes dans une ambiance, c'est sûr. Et une lumière, c'est sûr. Ok. Après, non, je me dis, ça serait bien des fois de prendre juste les sons. Ce serait encore une étape derrière le travail. Mais t'as raison, hein, c'est un très bon point. Ça fait partie des... Ouais, non, c'est clairement, ça fait partie du lieu. Ça fait pleinement partie du lieu, mais vraiment. Là, on sait que tu as beaucoup de projets en cours, parce qu'en plus, c'est pas ton travail principal. Tes prochains, donc t'as un vernissage en juillet. C'est ça, ouais. Dans le sud, là, on va présenter le livre. Ouais. Je vais pas mal prononcer le nom de la ville, mais c'est près de Matera, 45 minutes de Matera. Altamonta, si je dis pas de bêtises, mais je veux pas dire de bêtises, il faudrait que je regarde. Et effectivement, j'étais invité dans un centre d'art contemporain et d'architecture aussi. Et on a présenté le livre. Et le projet. Et à part ça, qui est énorme, densification, qui est un travail encore en cours, ouais. Ton prochain projet, tu as une envie particulière? Un rêve? Non, j'ai un projet que j'ai envie de terminer absolument envie de terminer avec Pascal Gréco. C'est une personne que j'ai nommée au début, avec qui j'ai travaillé régulièrement, qui un projet qu'on a abordé alors lui il y a très longtemps, lui aussi une dizaine d'années, où on a commencé un projet ensemble qui était plutôt sur la construction industrielle, et on photographiait tous ces bâtiments. On a voyagé pas mal en Europe ensemble, au Polaroid, un Polaroid 664, si je dis pas de bêtises, le modèle,
et c'est ces films, c'est pas des instantanés, c'est des films que tu développes en ouvrant comme une pellicule, en fait, en ouvrant, c'est un instantané, hein, dans le sens où tu l'as directement après la photo, mais tu avais une chimie qui faisait que tu décollais la photo, et un film qui est le film 664, en noir-blanc, qui est un des plus beaux noir-blanc que j'ai jamais vu, parce que je fais pas du tout de photos noir-blanc, c'est au blad. Et là, on avait travaillé ensemble, on avait fait plusieurs lieux, on était allé en Roumanie, on est allé en Pologne, en France, et je vois bien réussir à finir ce projet avec lui. Ça me fait vraiment plaisir. T'as encore plein de projets en cours. Ouais, mais autant pour l'amitié que pour le projet en lui-même. Okay. Qui est photographier ces immenses espaces dans des formats qui sont tout petits et avec une qualité de noir-blanc qui est extraordinaire. Et j'imagine que c'est un budget aussi. Alors ça, le budget en fait il est scellé dans le sens où les films n'existent plus, enfin il y a des reproductions de films. Nous on avait acheté à l'époque, énormément de films qu'on a stockés et qu'on stocke encore, pour la petite histoire. Mais le film 664, je pense que tu vas encore en trouver quelques-uns, mais... Inabordable. Il n'existe plus en fait, ouais. il est plus accessible et voilà, on pourrait bien finir ce projet là-dessus. Mais c'est pour trouver les lieux, pour pouvoir être accepté dans les grandes friches industrielles, c'est pas toujours simple d'être toléré à l'intérieur de la bâtisse pour des raisons de sécurité aussi. On est toujours accompagné, certaines choses qui veulent être photographiées ou pas. Mais on a eu des très très belles expériences. C'est très impressionnant. On se réjouit de découvrir ça aussi. Ouais, alors j'ai envie de vous dire qu'on va déjà essayer d'en finir densification de la meilleure des façons, parce que c'est vrai qu'il alimente mon quotidien et c'est un projet qui j'y tiens particulièrement, de par mon pays d'origine, ma ville d'origine. Et puis voilà, avec Pascal évidemment, 664, c'est quelque chose qui est toujours dans le coin de la tête. Trop bien, mais tu dois être vraiment occupé. Hein. Ouais, non, c'est ça. Et pour le coup, Pascal, quand tu parlais de musique, alors lui est capable de justement marier ces mondes avec une très très grande sensibilité. Okay. Extrêmement doué. Très belles images, contemplatives, et la musique fait pleinement partie de son travail. D'accord. Ouais. J'en profite du coup, normalement on a une question de fin qui dans ce podcast, qui aimerais-tu voir à ta place? Qui j'aimerais voir à ma place? Pascal. Je m'en doutais un peu. Tu m'attendais une perche. Non, mais c'est vrai que je pense vraiment que c'est une personne qui répondrait complètement à ce type de projet, qui a une expérience qui mélange différents arts. Moi, je me rajoute, tu viens de nous parler de son livre sur Hong Kong. Voilà. Il m'en avait parlé la dernière fois qu'il était passé ici, ça avait l'air vraiment chouette. Mais oui, il travaille très très bien ses projets et il est assidu, vraiment, il a une très très belle sensibilité et encore une fois il a ce talent d'être capable de mixer la photo, le film, la musique, il crée ses univers. En tout cas, merci d'être venu, merci pour ton travail, parce qu'en tant qu'architecte, on a l'impression des fois que on redécouvre une façon d'être créatif à travers des gens qui sont pas architectes, et ça fait du bien. C'est beaucoup, hein. C'est très gentil. Je trouve que ça amène un regard neuf sur ce qu'on appelle le vernaculaire. De la fraîcheur. Ouais, et ça amène un peu à l'humilité, par moment. Je trouve dans ces projets. C'est gentil, merci beaucoup. merci d'être venu, merci de partager ton travail avec nous. Mais avec plaisir, vraiment, c'est toujours un plaisir de travailler, de collaborer avec vous. Partagez. Puis nous, on se retrouve donc dans quelques semaines. J'arrive pas à vous dire, j'ai pas le planning sous les yeux, mais tout bientôt pour un autre épisode en compagnie d'un architecte. D'ici là, portez-vous bien. Merci Christophe, merci Gabriel, et merci Nico, la régie. Et merci, à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci.